et le parc naturel des sources, on a décidé d'organiser un petit cycle de conférences sur le sujet de la pollution lumineuse. Et donc aujourd'hui soir, c'est la première qui va dresser un petit peu l'inventaire de ce problème de façon générale. Vous allez voir. L'idée, bien sûr, c'est qu'à Spa, nous avons encore la chance d'avoir un ciel assez exceptionnel par rapport au reste de la Belgique. Mais malgré cela, ça fait 30 ans qu'on observe depuis les hauteurs de Spa et ça fait 30 ans qu'on observe que notre ciel continue malheureusement à se dégrader de plus en plus. Et je dois vous dire que quand je fais la pub parfois pour dire aux gens de venir observer à Spa pour voir la Voie lactée, de plus en plus, on se rend bien compte que la Voie lactée, parfois les gens commencent même à avoir chez nous à Spa des difficultés de la voir. Bon, ça traduit le fait que malheureusement, cette gangrène, qui est la pollution lumineuse, et qui est un problème assez peu connu en fait du public, finalement empêche les astronomes d'observer le ciel. Mais comme on va le voir aujourd'hui, ça a beaucoup d'autres conséquences. Tu parleras un petit peu de la biodiversité. On aura une conférence le 10 décembre vraiment axée sur le problème de la pollution lumineuse, sur la biodiversité. Et donc, comme à cela, il y a un groupe d'astronomie, qu'on a une réserve naturelle, des bois magnifiques, et qu'on peut encore s'enorgueillir d'un beau ciel, l'idée, c'est d'essayer de lancer, dans notre belle région, et peut-être sur le parc des sources, des actions pour avoir un éclairage plus respectueux de l'environnement. Aujourd'hui, on fait recevoir aussi l'échevin de l'environnement, Johan Frédéric, qui malheureusement s'est excusé parce qu'il était malade, mais qui est bien conscient de ce problème. On a la chance aujourd'hui d'avoir aussi Franck Gazard, d'un parti politique ici à Spa, qui a déposé il y a quelques mois un texte pour essayer qu'on adopte sur Spa une charte de la pollution contre la pollution lumineuse pour la protection de notre environnement nocturne, comme ça s'est fait notamment au Luxembourg, où ils ont signé au niveau de la province. Comment? Oui, pardon. Voilà. Vous savez que. Voilà, mais c'était pour mener encore un attendant en résumé, voilà, en résumé. Donc aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Francis Venter, qui depuis, je pense, au moins 15 ans, si pas 20 ans. Depuis 2005. 2005, voilà. Vous s'intéresse sur la pollution lumineuse. 15 ans. S'intéresse sur la pollution lumineuse et donc est le président de l'ASCE, l'association de sauvegarde du ciel et de l'environnement nocturne. Environnement nocturne qui n'est pas que pour les astronomes, mais aussi bien sûr pour la biodiversité. Et donc, je vois que Francis est sur les starting blocks pour commencer, donc je vais le taire et je vais le laisser présenter. Juste une petite chose, la conférence va durer à peu près 1h15. Ensuite, il y aura un jeu bien sûr de questions-réponses par rapport aux questions que vous posez sur la pollution lumineuse et les possibles solutions. Vas-y Francis. Oui. À toi la parole. Moi la parole. Alors comme tu l'as dit, c'est un problème encore assez méconnu et parfois minimisé par certaines personnes. Ça paraît un peu comme anecdotique, cette pollution lumineuse. Mais je vais vous montrer qu'il y a quand même des impacts évidents qui valent la peine d'être réglés. Alors voilà un peu le plan de l'exposé. Donc d'abord une présentation du problème, une définition. Ensuite je parlerai des impacts de la pollution lumineuse, puis des solutions techniques et comportementales qu'on peut apporter à cette pollution lumineuse. Je ferai une petite parenthèse sur l'éclairage au LED, est-il aussi écologique qu'on le prétend. Ensuite nous verrons les lois, textes et opérations qui existent en Europe et en Belgique pour lutter contre la pollution lumineuse. Et je terminerai par la conclusion. Alors, présentation du problème. On voit une première définition. Alors, qu'est-ce que c'est la pollution lumineuse? Pour faire encore plus simple que ça, c'est l'introduction de lumière artificielle dans l'environnement. Évidemment, quand on donne une définition comme celle-là, c'est une définition assez brutale. D'un point de vue social, elle ne serait pas tellement bien acceptée. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque fois que vous allumez une lumière dehors, quelle qu'elle soit, vous produisez de la pollution lumineuse. Que ce soit les phares de vos voitures, une lampe de poche, et même un feu de camp, c'est de la pollution lumineuse quelque part. On ne peut pas demander aux gens raisonnablement de ne plus faire de feu de camp. Donc, les astronomes, les premiers à s'intéresser à cette problématique, ont trouvé que ce n'était peut-être pas une bonne définition. Donc
propose maintenant une définition plutôt basée sur l'excès. Hein, donc c'est une émission excessive due aux activités humaines qui, en modifiant l'obscurité normale de la nuit, donc gêne les astronomes, perturbe la faune et la flore, affecte les rythmes biologiques, donc c'est votre santé quelque part, et entraîne un gaspillage d'énergie et une production inutile de CO2. Bon, dans cette définition, on a déjà quelques impacts. Bon, alors d'où vient cette pollution lumineuse? Elle provient évidemment des éclairages extérieurs, qu'ils soient publics ou privés. Il faut qu'on dise les éclairages privés, hein, l'éclairage commercial, l'éclairage industriel, mais même l'éclairage résidentiel qui participe à ce phénomène. Alors ces éclairages peuvent être trop puissants, trop nombreux, si ça veut bien venir, mal conçus, mal orientés et utilisés de façon abusive. Alors, cette pollution se présente sous plusieurs formes. On a les halos lumineux, ça c'est ce que la plupart des gens connaissent. Dès que vous êtes à la campagne, que dans un lieu éloigné de tout, quelque part, vous regardez autour de vous, vous verrez forcément ces halos qui sont au-dessus des agglomérations, au-dessus des autoroutes, au-dessus des routes nationales éclairées. Mais il y a une autre forme qui s'appelle la lumière intrusive. Donc ça, c'est la lumière qui s'introduit sur votre terrain, sur votre jardin, dans votre maison, quelque part, par les fenêtres, et que vous n'avez pas demandé. L'éblouissement, bon ça, vous voyez de quoi il s'agit. Et l'éclairage excessif, hein, comme ces canons à lumière. Ça, c'est vraiment la caricature de ce qu'il ne faut pas faire en matière de pollution lumineuse. Alors, cette pollution lumineuse, évidemment, a différents impacts. Hein. C'est la deuxième partie de l'exposé. Alors, assez paradoxalement, le premier impact, c'est l'insécurité. Pourquoi? Parce que certains éclairages, comme ceux-ci, hein, comme ceux que vous voyez ici, sont aveuglants et peuvent être gênants pour les passants, mais aussi pour les automobiles, et provoquer des problèmes de sécurité. Alors voilà deux petites photos. Hein. Vous voyez à gauche un éclairage qui n'aveugle pas. On voit bien les deux passants, ici vous ne les voyez pas. Donc ça peut créer des problèmes de sécurité. Alors le deuxième impact, c'est l'atteinte à la vie privée. Donc ça, évidemment, c'est dû à la lumière intrusive. Elle s'introduit dans nos maisons, éclaire l'intérieur, et bon, c'est un problème que l'on rencontre un peu partout. Vous voyez ce genre de rue. Et tout à l'heure, quand vous rentrerez chez vous, regardez un peu les façades des maisons, vous verrez que la plupart sont éclairées et que sans des bons volets ou des bonnes tentures, vous allez être forcément gêné pendant la nuit. Surtout si votre chambre est du côté de la rue. Alors, troisième impact, la santé, il vient aussi de cette lumière intrusive qui perturbe votre sommeil. Vous devez savoir qu'il faut pas tellement de lumière pour être perturbé. Et un des phénomènes que l'on observe aussi, c'est la perturbation de la formation de la mélatonine. La mélatonine, c'est une hormone qui règle votre biorhythme. Donc, ce qu'on appelle le rythme circadien. C'est une petite lumière dans la chambre et votre biorhythme peut être perturbé parce que la production de mélatonine ne se fait pas. Alors vous avez toujours la possibilité d'en prendre, ça se vend en cachet, je sais bien, mais le mieux c'est de fermer hermétiquement, enfin occulter vos fenêtres plutôt, et ne pas allumer de lampe dans la chambre. Ça c'est une très mauvaise idée. Et quelle que soit la lampe, il faut une petite lumière très très faible et votre production de mélatonine est perturbée. Alors, le quatrième impact, c'est celui qui intéresse plus particulièrement les astronomes qui sont dans cette salle, c'est la perte de vision de notre univers. Alors, voici une image d'un ciel étoilé qui a été prise en 2003 par un astronome qui s'appelle Todd Carson, dans l'est des États-Unis. Et il y a eu une coupure de courant. Il a été dans son jardin, il a pris cette photo, on voit bien la Voie lactée. Et le lendemain, le courant a été rétabli. Il a pris une photo au même endroit.
Donc on voit bien l'impact que ça a sur la vision du ciel nocturne. Alors ces halos, ces effets de voile sont une forme de pollution qui sont très gênantes pour l'astronomie. Et ce sont des halos que l'on voit de loin. Donc ça c'est une photo qui a été prise au niveau du pic du Midi dans les Pyrénées. Et vous voyez bien que Barcelone, ici, à 240 km, on voit le halo lumineux. Donc la pollution lumineuse s'exporte loin, traverse les frontières et perturbe la vision du ciel nocturne, parce que ici, les étoiles ne voient plus rien. Alors l'astronomie paye aussi un autre tribut à la pollution lumineuse. Voici quelques exemples de sites astronomiques avec des coupoles et des cieux qui sont particulièrement rougeoyants. Maintenant, avec les LED, on va avoir des cieux plus blancs, mais le problème restera le même. Alors la Belgique est un des champions en matière d'éclairage nocturne. Ici, on voit bien sur la photo satellite où on se situe. Les astronautes, les cosmonautes qui circulent autour de notre planète, ils peuvent facilement la retrouver. Thomas Pesquet a fait d'ailleurs une allusion lors d'un de ses passages où il disait: tiens, on est au-dessus de la Belgique, je vois les autoroutes. Donc, c'est oui. Alors, vous voyez aussi qu'il existe des zones noires. Donc on pourrait se dire, là, ça va. Mais en fait, non, pas vraiment, parce que dès que vous vous placez au niveau du sol, vous êtes gêné par justement ces halos lumineux qui sont à l'horizon, ou la lumière qui est un peu plus loin. Donc il faut un autre moyen pour visualiser cette pollution que des photos satellites. Enfin, c'est bien, on voit bien qu'il y a un problème. Mais je pense qu'il est mieux d'utiliser ce qu'on appelle des cartes de pollution lumineuse qui expriment le rapport entre la clarté naturelle et la clarté artificielle du ciel nocturne vu du sol. Alors il y a une espèce de code de couleur. En fait, plus on va vers les tons chauds et pire c'est. Et on voit bien que notre pays est dans des zones un peu rougeoyantes. Alors cette pollution lumineuse est liée à une échelle empirique, une pollution lumineuse qui s'appelle l'échelle de Bortle. Bortle, c'est aussi un astronome qui a essayé de définir un peu la qualité du ciel et lui a donné des codes en fonction de ce qu'on voyait. On part d'une brillance naturelle du ciel, un ciel complètement noir, donc au milieu de l'océan, un ciel très pollué, donc moins de 20 étoiles visibles à l'œil nu, ciel très lumineux. Ça, c'est typique du centre-ville, comme le centre de Bruxelles, par exemple. Alors, où en est-on en Belgique? Vous voyez qu'on démarre à 4,5 sur l'échelle de Bortle. Vous voyez aussi que la plupart du pays est au moins en orangé. Donc, ça, c'est une situation où la Voie lactée n'est plus visible. Je parlais tout à l'heure de Voie lactée. Pour nos voisins du nord du pays, c'est très difficile. Donc, à part ici, dans l'est, du côté de la Panne et de Furnes, on ne voit pas la Voie lactée sur leur territoire. Donc, ils sont obligés de venir en Marnais, ils passent par faire des observations. Alors, voilà une photo, enfin un arrangement de photos qui montre un peu ce que c'est en termes de vision du ciel nocturne, en passant de l'échelle 1, site excellent, au centre-ville. Vous voyez bien. Alors voilà encore deux photos qui montrent bien à Bortle égale à 1 et à Bortle égale à 8. Donc on voit bien que là, on est dans une pollution lumineuse très très forte. Ça, c'est ce qu'on voudrait, Bortle égale à 1, mais en Belgique, comme je vous l'ai montré, c'est pas possible. En Europe, ça devient difficile maintenant d'avoir un ciel de cette qualité. Pour avoir ça, vous devez aller peut-être en Norvège, dans le nord
belge où je pense que en Corse aussi, il y a moyen d'avoir un ciel de bonne qualité. Ou alors aller aux Canaries, ou alors au Chili. Alors cette pollution lumineuse augmente chaque année en Belgique. Alors les chiffres d'augmentation, ça varie de 2 à 5%. Tablons encore sur 2%, mais d'année en année, c'est quand même énorme. Donc, vous voyez, bon, ça ici, c'est une compilation de 2 photos satellites. Entre 1992 et 2010, on voit bien l'augmentation des lampadaires. Ça, c'est indéniable. Alors, bon, là, c'est sur un autre continent, mais on montre ici plutôt les cartes de pollution lumineuse, mais vous voyez, entre 1950 et une prédiction de 2025, comment la pollution lumineuse augmente. Dans les pays occidentaux, ça augmente de plus en plus. Alors, le cinquième impact, c'est l'impact socio-culturel. Le ciel nocturne a toujours été une source de questionnement pour l'être humain. Ce questionnement a influencé sa pensée. Il faut savoir aussi que le ciel nocturne, l'observation du ciel nocturne, c'est un peu la première science de l'humanité. Nos ancêtres, Cro-Magnon, etc., ont constaté qu'il y avait certaines choses qui se passaient. Ils ont beaucoup observé, mais fût-ce que pour retrouver la pleine lune, des histoires comme ça. Donc, on se pose beaucoup de questions. C'est un paysage à part entière qu'il convient de préserver pour les générations futures. Alors, il faut dire que moi je vois par exemple le ciel nocturne que j'avais à disposition dans le jardin de mes parents dans les années 60 et ce qu'il est devenu maintenant. Il y a une sacrée différence. Là, je pouvais observer les étoiles, maintenant c'est un ciel orangé. C'est une dégradation continue, perpétuelle, et on arrive à un stade maintenant où beaucoup d'enfants ne savent même plus ce qu'est la Voie lactée, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais vu. Alors qu'elle était à disposition, avant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas de soucis, tout le monde connaissait ça. Maintenant, ça devient difficile. Vous l'avez vu sur la carte tout à l'heure, en Flandre, vous avez du mal de voir la Voie lactée. Alors, ce ciel étoilé fait partie intégrante du patrimoine mondial à préserver. C'est une déclaration de l'UNESCO de 1992 déjà, mais peu de choses ont été faites pour résoudre ce problème. Alors, sixième impact important, c'est l'atteinte à notre environnement. Bon, je ne vais pas trop m'étendre dessus, puisqu'il y a un exposé le 10 décembre, si je me souviens bien, de la date, c'est ça, par Aurore Fanal, qui fait partie aussi de notre association. Mais je vais quand même vous donner quelques explications. Bon, vous devez savoir que la biomasse animale nocturne est plus importante que la biomasse animale diurne. Ça veut dire que la nuit, les animaux ne dorment pas. Nous dormons. Mais si vous vous promenez dans les bois, etc., vous pourrez constater qu'il y a beaucoup de va-et-vient, beaucoup de mouvements. En fait, la majorité des animaux se déplacent, se nourrissent, se reproduisent la nuit. Ou même, pour certains, font un peu une partie de la journée, une partie de la nuit. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, tous sont impactés par les éclairages, d'une façon ou d'une autre. Soit attirés, soit repoussés, mais tous sont impactés. Alors, une espèce emblématique, évidemment, c'est la chauve-souris, qui, elle, ne supporte pas l'éclairage. Pour elle, l'éclairage, c'est comme une barrière. Donc, éclairer des bâtiments publics où ces animaux ont l'habitude d'aller se reposer, les charpentes, des églises, etc. Souvent, ils vont dedans. Il y a déjà une opération qui s'appelait Pont les Clochers, il y a quelques années, pour inciter les communes à installer des dortoirs pour chauves-souris ou pour oiseaux nocturnes. Faire cela, c'est bien, mais si pendant la même période vous éclairez le clocher ou la charpente, ça ne sert à rien. La chauve-souris, elle a des difficultés. Donc, elle sort plus tard du lieu où elle se repose, donc elle n'est pas
prédation est limitée, donc moins de prédation. Elles font des détours pour éviter certaines routes éclairées, donc elles perdent du temps. Donc si elles mangent moins, elles ont moins de petits. Donc vous voyez, il y a un impact inévitable. Alors, autre espèce, bon, ce n'est pas une espèce de la région, je vous l'accorde, mais c'est une espèce qui est très impactée par la mer. Alors, on voit souvent des films avec les petites tortues qui sortent du nid et elles vont vers la mer. Alors, on pourrait penser qu'elles sont attirées par l'eau. Non, pas du tout. En fait, elles sont attirées par l'éclairage du ciel sur la mer. C'est l'éclairage de la lune, c'est l'éclairage des étoiles sur la mer qui les attire. Alors, si vous avez un lampadaire public tout près de la plage, la lumière de la lune et des étoiles, elle ne fait pas le poids. Donc, les petites tortues vont vers l'intérieur des terres, elles se font écraser sur les routes évidemment, ou elles se font manger par les prédateurs. Et il y a une bonne partie de perte, une bonne partie de perte de petites tortues le long des plages éclairées. Alors, il y a aussi les oiseaux migrateurs qui sont impactés par les éclairages. Évidemment, avec ce genre de panneaux à lumière, ça les attire. Les oiseaux viennent tourner autour. Et quelque part, ils sont attirés. Alors, bon, ils dévient de leur trajectoire. Au milieu, ils repartent. Mais ils ont gaspillé beaucoup d'énergie. Et vous savez, pour un oiseau migrateur, l'énergie est comptée pour faire son trajet. Pour faire des détours vers ce genre d'éclairage abusif, hein, donc excessif, c'est vraiment une très mauvaise chose pour un oiseau migrateur. En plus, bon, chaque année, des millions d'oiseaux s'écrasent chaque année contre les immeubles éclairés en Amérique du Nord, donc Canada et États-Unis. Quand je dis des millions, c'est vraiment des millions, des centaines de millions. J'ai vu les chiffres, c'est effarant. C'est terrible. Bon, à tel point même qu'une ville comme Chicago a imposé au bureau soit d'éteindre les lumières quand il n'y a plus personne, soit d'occulter les fenêtres. Et le simple fait d'avoir fait ça, ça a diminué les chocs sur les immeubles par ça. Bon, on voit bien aussi qu'il y a moyen de faire certaines choses pour améliorer la vie des oiseaux migrateurs et lutter contre la pollution lumineuse, cette lumière qui s'échappe à l'extérieur. On voit bien aussi que la pollution lumineuse, c'est une vraie pollution. Là, il y a un impact mortel sur les animaux. Ce n'est pas simplement une petite nuisance ou une petite gêne pour l'oiseau. Ça a des impacts très longs, très forts. Alors, les insectes aussi sont attirés par ces lampadaires. Un lampadaire en pleine nature, en été, c'est à peu près 150 insectes qui vont s'y écraser ou tourner jusqu'à l'épuisement ou se faire happer par justement une chauve-souris qui passerait par là. Ça, c'est vrai que les chauves-souris sont parfois attirées par les lampadaires, c'est vrai, ou vont faire la chasse là, parce que c'est un piège pour insectes. Alors les papillons de nuit, qui sont des espèces pollinisatrices, vont aussi payer un autre tribut à ce genre d'éclairage. Mais c'est surtout les éclairages blancs qui les impactent. Donc, s'il y a un impact sur les espèces pollinisatrices, il y a forcément un impact sur la flore. Alors, voilà, on parle de flore, voilà un exemple de luminaire qui se trouve contre un mur, hein, et vous voyez bien toutes ces feuilles qui sont là, alors que visiblement on est à l'automne. Donc on constate que souvent l'éclairage perturbe les arbres, hein, perturbe les végétaux, soit les feuilles tombent beaucoup plus tard que prévu, soit que les bourgeons apparaissent beaucoup plus tôt que prévu, avec peut-être aussi des fois des risques qui se fassent détruire, c'est peut-être un grand mot ça. Mais ils ont des problèmes avec le gel, hein, s'ils arrivent trop tôt. Voilà encore un autre exemple, hein, en janvier. Normalement, ces feuilles auraient dû disparaître, mais la simple présence de
lampadaires toute la nuit, éclairés toute la nuit, on les empêche quelque part de tomber. Moi, je ne crois pas que ce soit une bonne idée de perturber l'arbre avec ce genre d'éclairage. Alors, c'est aussi, ces routes éclairées fracturent le paysage. On a une espèce de fragmentation. Vous devez savoir que ce genre de route, pour une chauve-souris, la plupart des espèces de chauves-souris, c'est comme un mur, quoi. On n'arrive pas à passer. Et à force d'installer des routes éclairées de plus en plus nombreuses, on arrive à ce que les biotopes de certaines espèces, pas seulement les chauves-souris, se rétrécissent, quoi. Donc, moins de surface pour aller se nourrir, des problèmes au niveau de la reproduction, hein, on reste en petits groupes, et quelque part on ne rencontre pas de nouveaux partenaires, je dirais, dans la production. Donc, tout ça, ça a des impacts inévitables. C'est pour ça, quelque part, que ce que nous demandons aussi, c'est l'installation d'une trame noire, hein, comme il existe en France des trames vertes et des trames bleues. Nous aimerions bien avoir aussi une trame noire. Donc, c'est quelque part des couloirs qui permettent de relier les biotopes. On a des couloirs tout à fait noirs. Comme, par exemple, vous savez, sur les autoroutes, on a parfois des passages pour les animaux. Hein, ça, c'est plutôt trame verte. Hein, donc, les animaux peuvent passer du bois qui est à droite ou du bois qui est à gauche sans problème. Et ça serait bien que, justement, sur ce passage-là, on éteigne les lampadaires de l'autoroute. On ne prévoit pas d'éclairer. Et à ce moment-là, vous aurez des animaux nocturnes qui pourront passer aussi. C'est simple à faire, hein, mais bon, encore faut-il le faire. C'est un exemple. Alors, le dernier impact, c'est un impact énergétique. Hein. Vous voyez, éclairer pendant des heures, et parfois toute la nuit, des zones où il n'y a pas grand monde. On voit qu'il y a une bonne partie de la lumière qui est perdue vers le ciel. Hein, et laisser les lumières allumées toute la nuit, ça veut dire 4200 heures. Ça en fait de l'électricité quand même avec l'eau. La rue où j'habite, bon, il n'y a personne qui passe la nuit, mais c'est éclairé. Et il y a même un lampadaire qui éclaire un champ, je ne sais pas très bien pourquoi, mais enfin, bon, voilà, c'est comme ça. Alors, quelles sont les solutions? Il y a des solutions techniques et comportementales. Alors, il y a 4 caractéristiques à bien suivre. C'est en fait l'orientation, la couleur de l'éclairage, l'intensité et la période. Alors, voyons ça un peu plus en détail. L'orientation, nous, ce que nous demandons, quelque part, c'est un éclairage vers le bas. Hein. C'est ce que nous voulons, c'est plutôt ceci. Plutôt que des lampadaires rouges. Alors, je sais que maintenant, on n'en installe plus, hein, normalement, mais il y en a toujours qui sont là. Et puis, ce qu'on voit arriver maintenant, ce ne sont pas des boules, mais ce sont des tubes. Vous savez, un tube ou une boule, c'est la même chose. Ça envoie la plupart de la lumière vers le ciel, ça éclaire très mal. Bon, ce sont des luminaires décoratifs, bon, je vais bien l'admettre, mais c'est quand même un fameux gaspillage. Alors, les lampadaires qui envoient la lumière en dessous de l'horizontale, c'est les lampadaires full cutoff. C'est ceux-là qui sont prévus normalement pour le passage au LED que les communes vont implémenter pendant les 10 ans maintenant, 10 ans à venir jusqu'en 2030. Bon, il y a un programme de 2020 à 2030 qui a été prévu. Bon, moi je parle d'Ores, mais je suppose que pour Reza ici c'est la même chose. Et ces éclairages seront de ce type-là. Mais ça c'est bon, une des conséquences de la caractéristique technique des LED. Vous avez une ampoule, ça envoie la lumière un peu partout, dessus, à gauche, à droite. Là, les LED, ce sont des points lumineux. Donc, quand vous regardez un LED quelque part, c'est un ensemble de points lumineux. Donc, c'est très, très directionnel. Très directionnel et aussi très éblouissant. C'est l'envers du décor. Mais voilà, l'avantage, c'est d'envoyer
envoyer la lumière vers le haut. Alors voilà un schéma, je pense même qu'il se trouve sur le petit dépliant que vous pouvez avoir ou que vous avez déjà eu, et qui montre quelques exemples d'orientation, la bonne façon de faire et la mauvaise, évidemment. La mauvaise ici, la bonne. Quelques exemples. Je vous laisse un peu regarder. Oui, parce qu'il y aura un petit exercice à la fin de la conférence. Alors regardez bien, je vous laisse encore quelques secondes. Alors, deuxième caractéristique, c'est la couleur. Donc, la couleur de l'éclairage. Ce que nous préconisons, c'est d'éviter les ampoules qui vont au-delà de 3000 Kelvin. C'est ce qui a été prévu normalement pour le passage au LED dans les zones résidentielles. Donc, c'est ce qu'ils appellent le blanchot, eux. Mais bon, malheureusement, il y a aussi des 4000 Kelvin qui vont être installés, notamment sur les autoroutes. En dehors des zones Natura 2000. Il faut dire que sur l'autoroute, si elle traverse une zone Natura 2000, à ce moment-là, ils mettent même du 2800 degrés Kelvin. Donc ça, j'ai appris ça récemment. Et vous le voyez parfaitement, hein, vous passez d'un éclairage assez blanc, comme ça, blanc-bleu, et vous arrivez dans une zone où c'est plutôt orangé, un peu plus chaud. Et là, vous pourrez vous dire, la nuit, voilà, je suis dans une zone Natura 2000. Alors là, on voit bien sur la photo la différence entre les LED blancs et les sodium orange. Ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'il existe des LED ombrés. Je vous ai parlé de LED à 2800 Kelvin, ça c'est encore assez blanc. Et il existe ce genre de LED qui rappelle un peu les sodiums. Évidemment, malheureusement, beaucoup de mandataires publics ne veulent pas ça parce que c'est pas assez moderne et puis on fait du blanc parce que c'est plus dans l'air du temps, etc. Et il faut savoir que chaque fois qu'on installe un lampadaire blanc dans la nature, ça a des impacts sur la photo. Alors, troisième caractéristique, c'est l'intensité. Donc, plutôt préconiser des lampes qui éclairent moins fort, hein, quand c'est possible. J'admets que sur une piste d'aviation, il vaut mieux avoir un bon éclairage, mais il y a beaucoup d'endroits où, franchement, on pourrait faire un peu moins puissant et ça serait tout aussi bien, tout aussi bien pour circuler. Voilà un exemple, c'est une exemple aux États-Unis, à Tucson. Donc un éclairage qui est dimmé pendant la nuit, c'est-à-dire on baisse la puissance à partir d'une certaine heure. Et vous voyez, bon là on a 90% de la puissance lumineuse, okay. On passe à 30%, vous voyez, on peut encore circuler. Hein. D'un point de vue sécuritaire, il n'y a pas de problème à avoir 30%. Alors vous devez savoir que des tests ont été réalisés, mais notamment pour le passage au LED, hein, parce qu'il va y avoir un dimming à partir d'une certaine heure, la puissance va diminuer. Et on a essayé de voir si ça avait un impact sur les gens, s'ils l'ont remarqué. Vous savez, les gens n'ont même pas remarqué. Ils ont fait des tests dans des rues, personne n'a remarqué qu'on était passé sous 50%. Tout simplement parce que notre œil est une machine merveilleuse, beaucoup plus efficace qu'un appareil photo, et qui s'adapte à ça, une luminosité plus faible, et il ne le voit pas en fait. Donc, la question que vous pourrez me poser peut-être en fin d'exposé, c'est pourquoi on ne met pas 50%, pourquoi ne mettons pas 50% au lieu de 50%, hein, parce qu'avec 50%, personne ne remarque rien, pourquoi pas 50%. Bon, ça c'est une longue histoire, donc je ne vais pas parler de ça maintenant. Alors le quatrième impact, c'est... Enfin, quatrième caractéristique à bien surveiller, c'est la période. Donc pendant la nuit, on peut aussi, à partir d'une certaine heure, baisser la puissance. Donc ça, c'est un peu ce que j'expliquais auparavant. Donc faire un dimming peut être envisagé. Donc vous voyez, on suit ce genre de
courbe, hein. Et en fait, diminuer la puissance de 50% entre 23h et 6h du matin permet d'économiser 30% sur un éclairage allumé pendant 12 heures. Et si vous faites une extinction totale entre minuit et 6 heures, vous obtenez 50% de consommation électrique en moins. Alors ça, c'est des choses qui se font beaucoup en France, hein, l'extraction nocturne. Hein, mais les communes sont plus petites aussi, mais vous avez des centaines de communes, peut-être même des milliers, qui coupent leur éclairage. La nuit, il n'y a pas d'éclairage, ou alors il est coupé. En Belgique, nous avons quand même trois communes qui font cette coupure de l'éclairage public. Et la première qui l'a fait, c'est la commune d'Andève, qui depuis 1995 éteint son éclairage entre minuit et 6 heures du matin. Elle le fait toujours, parce qu'on m'a questionné récemment, hier encore, et il participe toujours à cette extinction nocturne. Alors pourquoi l'ont-ils fait? Je ne dirais pas pour résoudre la problématique de la pollution lumineuse, il ne faut pas rêver. Ils l'ont fait pour des raisons de consommation électrique. Ils ont essayé d'avoir une commune qui consommait moins d'énergie, donc ils ont proposé ça à la population, et la population l'a accepté. J'ai discuté par téléphone il y a quelques années déjà avec l'échevin de l'énergie qui avait mis ça en place, et lui il m'a dit on n'a pas eu d'opposition parmi la commune, tout le monde participe et est d'accord avec ce système. Et je lui ai posé aussi la question, mais d'un point de vue sécurité, est-ce que ça a posé des problèmes? Il m'a dit non, pas de problème. D'ailleurs, Armel est une des communes des plus sûres de Wallonie. Donc, la relation éclairage-sécurité, on va voir ça après, n'est pas toujours aussi évidente que certains le disent. Alors, vous me direz, bon, Amblève, c'est une petite commune, il n'y a pas beaucoup d'habitants, mais pourtant, je vois qu'en France, une ville de 35 000 habitants fait de l'éclairage, de l'extraction de l'éclairage nocturne. Donc, sans problème de sécurité, d'après son maire. Donc, vous voyez, c'est accessible à la majorité des communes de Wallonie. Il ne faut pas croire que c'est inaccessible, que c'est quelque chose de tellement gênant ou quelque chose qui engendrerait de l'insécurité ou quelque chose qui serait mal accepté par la population. Je peux encore aussi vous donner un autre exemple, c'est l'exemple d'un maire en France où il y avait de l'extraction nocturne. Et lui, il voulait rallumer toute la nuit. Et là, il s'est dit, je ne vais pas le faire comme ça, je vais demander à mes administrés s'ils sont d'accord avec cette idée. Et lui, il était bien surpris de voir les réponses, parce qu'une grande majorité de la population ne voulait pas rallumer l'éclairage entre 11h, je pense, et 5h du matin. Donc, on peut être parfois étonné, on se fait des idées parfois sur ce que la population pense. Mais je pense que ce serait intéressant de demander quelque part, que pensez-vous? Est-ce que vous êtes pour l'extraction ou pas? On peut être surpris parfois. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est un éclairage dit intelligent, donc un éclairage qui s'adapte en fonction des conditions climatiques, des conditions de circulation, de la météo, donc la météo, du fait qu'on a la pleine lune ou pas. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui va normalement être mis en place sur les autoroutes, nos chaînes d'autoroutes éclairées, avec le plan lumière 4.0, éclairage intelligent. Voilà. Autre type d'éclairage intelligent qu'on peut aussi installer dans les communes, surtout dans les zones résidentielles, c'est l'éclairage qui s'allume au fur et à mesure où vous avancez. Donc, vous avancez dans la rue, ça s'éclaire, et puis ça s'éteint derrière vous. Et ça s'adapte en fait au véhicule. Si c'est un véhicule, une automobile ou un cycliste, c'est pas le même éclairage. Si c'est un piéton, c'est pas encore le même. Et ça, ce type d'éclairage permet de faire vraiment des économies assez substantielles en électricité. Et ça permet aussi de retrouver un ciel nocturne de qualité, et ça engendre moins d'inconvénients pour l'environnement. Tout est lié, évidemment. Alors, sixième solution, c'est l'éclairage rétro-réfléchissant.
des peintures qui rétro-réfléchissantes, comme ici, ou des catadioptres. Ce sont des choses qui sont très utilisées aux États-Unis, par exemple, ou en Angleterre, sur les autoroutes, plutôt que des éclairages, des mâts d'éclairage et de la consommation électrique, on installe ça. Alors, septième et dernière solution, c'est les solutions d'éclairage avec détecteur de mouvement. Alors, pour les services de sécurité, pour la police, c'est le meilleur éclairage qui puisse exister. C'est beaucoup plus efficace qu'un éclairage fixe qui est allumé toute la nuit. Il vaut mieux avoir ça, quelque chose qui s'allume quand une personne passe, etc. Vous me direz, bon, si un chat passe, ça va s'allumer aussi. Bon, ça c'est la problématique. Voilà. Mais c'est mieux que des éclairages allumés en permanence. Ça permet d'économiser aussi de l'électricité et de produire moins de pollution lumineuse. Parce que tel est une solution écologique. Ça c'est ma petite parenthèse. Alors il y a un passage au LED, comme je vous ai dit, 254 communes, 200 chez Auré, 54 sur les donc des centaines de milliers de rebelles vont être remplacés dans les 10 ans à venir. Alors sur l'autoroute, je vous ai parlé du plan lumière 4.0, il y a 110 000 points qui vont être installés, donc tout du LED évidemment. Alors qu'est-ce que le LED? Bon, c'est une lumière blanche, mais avec une forte composante bleue. Vous voyez, ça c'est 4000 degrés Kelvin, donc ça c'est le lampadaire type des autoroutes. Donc vous voyez, avec une pointe dans le bleu, donc beaucoup de bleu dans son spectre. Vous avez l'impression que c'est une lumière blanche, mais c'est une lumière blanc-bleu. Et alors, ce que vous pouvez voir aussi, c'est que notre œil, bon, il est plutôt avec un pic de sensibilité dans le jaune-vert pendant la journée, et pendant la nuit, il y a un déplacement. On a un pic de sensibilité dans le bleu. Un pic poil ou un pic d'intensité du lampadaire LED. Donc ça veut dire qu'on est fortement gêné par ces LED. Voilà, alors on voit aussi que ce pic d'intensité diminue en fonction de la baisse de la température de couleur. Plus la température de couleur est basse, et plus le pic diminue. Il y en a toujours un peu de bleu, mais on peut solutionner ce problème en utilisant une température de couleur en dessous de 3000 degrés Kelvin. Alors vous devez savoir que pour notre rétine, le LED, c'est pas une bonne chose. D'ailleurs, vous avez sûrement déjà tous fait l'expérience. Les lampes de poche, dans les nouvelles lampes LED, si vous le mettez devant vos yeux, vous êtes ébloui. C'est quand même quelque chose. Et ça peut causer des dommages à la rétine. Et c'est assez risqué pour les enfants, les jeunes enfants, qui sont particulièrement sensibles à ce risque. Pourquoi? Parce que ici, c'est transparent chez l'enfant, c'est plutôt jaune chez l'adulte, donc nous on filtre un peu ce bleu. Et l'enfant, pas du tout. Les gens qui ont des problèmes d'EMLA, par exemple, c'est pas non plus une bonne idée d'avoir un éclairage au LED. Il faut aussi savoir que la foule est très sensible à ça. L'éclairage blanc et LED, les insectes, les chauves-souris, etc., sont attirés, sont repoussés beaucoup plus fortement qu'avec des sodiums. Alors, la pollution lumineuse, c'est un phénomène de diffusion. La lumière rencontre de l'humidité, des particules, des poussières, et même les molécules d'oxygène, des molécules d'air. Et il y a un phénomène de diffusion qui apparaît. Et on voit bien que ce phénomène de diffusion, pour les sodiums, est beaucoup moins important que pour les LED. Ce qui veut dire, quelque part, qu'avec un même éclairage, une même puissance, si vous avez un sodium, si vous avez un LED, la pollution lumineuse qui va être produite par ces deux lampadaires ne sera pas la même. Avec les LED, elle sera 2,5 fois plus importante. Ça, c'est une de mes craintes, quelque part, c'est avec ce tout LED
c'est qu'on observe quand même des halos qui soient plus importants, mieux ressentis par l'œil. Alors, un des points d'achoppement en matière de lutte contre la pollution lumineuse, c'est la sécurité. Donc, il y a un rythme largement répandu qui dit que plus on éclaire et plus la criminalité diminue. Alors, on a installé plus de 2 millions de lampadaires publics en Belgique, mais à ma connaissance, il n'y a pas une seule étude qui a été faite pour voir si ces lampadaires avaient amené à mieux en matière de sécurité publique, de sécurité face à la criminalité. Parce qu'on est dans une espèce d'axiome, donc une théorie qu'on n'a pas besoin de démontrer. L'éclairage amène la sécurité. C'est vrai que ça paraît évident, hein, mais bon, il y a différentes études indépendantes qui ont quand même été faites à l'étranger sur ces éclairages et la sécurité. Et je vais vous donner les résultats d'une de ces études. Donc une étude qui a été faite dans la banlieue de Londres. Ils ont installé 3500 nouveaux lampadaires. Ils ont multiplié l'intensité lumineuse par 4. Ils ont fait une étude statistique 1 an avant l'installation de ces nouveaux éclairages, pendant l'année d'installation et 1 an après, et on a essayé de voir quels effets ont été apportés par ces éclairages sur la sécurité. Ils ont même étudié les zones limitrophes pour éviter de certains biais statistiques. Enfin, ils ont fait une étude très sérieuse, c'est une étude universitaire, donc pas liée à des lobbies éclairagistes, parce que vous pouvez aussi trouver facilement sur Internet des études qui ont été produites par des associations et des éclairagistes, etc., qui vous montrent, avec des beaux graphiques, que la sécurité est améliorée. Mais moi, je préfère ce genre d'études. Et voilà la conclusion qui dit que, contrairement à ce que certains attendaient, ils ont été surpris des conclusions, aucune preuve statistique évidente n'a pu être découverte qui soutiendrait l'idée que l'amélioration de l'éclairage réduit la criminalité. C'est une longue phrase pour dire en quelque sorte qu'ils n'ont pas vu d'amélioration de la sécurité avec ce surplus d'éclairage. C'est comme si tout ça n'avait en quelque sorte servi à rien. C'est décevant, je ne sais pas, mais c'est, je pense, une réalité statistique. Alors, deuxième point d'achoppement, c'est la sécurité routière. C'est vrai que la nuit est particulièrement accidentogène. Pour les années 60, d'ailleurs, c'est ce qui a conduit à l'éclairage de nos autoroutes. Un constat qu'un accident mortel sur 2 avait lieu la nuit, alors que c'est la période de la journée où il y a le moins de circulation. Donc, on éclaire et on espère que ça va améliorer les choses. Là, évidemment, on a quand même eu une étude du MET, donc c'est l'ancien DG1, donc ça date déjà de quelques années, qui a montré que, en fait, multiplier les éclairages induit une vitesse plus élevée, des accidents plus dramatiques, et donc pas un mieux en matière de sécurité routière. Voilà. Alors, vous ne le savez peut-être pas, ou peut-être vous savez, je ne sais pas, mais en 2014, le duché de Luxembourg a décidé d'enlever l'éclairage autoroutier. Moi, je l'ai vu évidemment parce que je travaillais au Luxembourg, je faisais la route tous les jours. Donc, à partir d'une certaine date, ils ont enlevé les poteaux d'éclairage. C'est une décision du gouvernement. Alors, l'Automobile Club Luxembourg, ce qui est l'équivalent du Touring Secours, a été un peu alerté par ça, s'est dit qu'est-ce que vous faites, ça va, on va avoir des problèmes de sécurité, etc. Et en fait, il n'y a pas eu de changement en matière de sécurité routière. Et ça a réconforté le gouvernement luxembourgeois. Maintenant, il n'installe plus l'éclairage sur les autoroutes. Et il enlève ceux qui
n'existe pas évidemment aux sorties. Hein. Ça, on laisse un éclairage, c'est normal. Mais donc, des fois, je me pose des questions quant au plan lumière 4.0 en Belgique. Est-ce que c'est vraiment nécessaire tout ça, hein? Il y a des exemples à l'étranger, en France où on n'éclaire pas, ou en Duché où ils enlèvent l'éclairage. Et il n'y a pas plus d'accidents. Quand on voit les chiffres de la sécurité routière en France et en Belgique, les Français sont mieux placés que nous. Donc, je me demande si tout cet éclairage a servi à quelque chose. Et si vous regardez un peu les statistiques d'accidents, etc., donc je vous ai dit, dans les années 60, un accident mortel sur 2 la nuit, et bien en 2021, un accident mortel sur 2 se déroule la nuit. 85% des accidents de nuit sont sur des routes éclairées. L'éclairage est-il une panacée universelle en matière de sécurité routière? Personnellement, je ne le pense pas. Évidemment, c'est confortable, ça amène du confort, un confort visuel, et ça n'amène pas de sécurité. Alors, il existe des lois, des textes et des opérations pour lutter contre la pollution lumineuse. En Europe, il y a différentes lois qui ont été établies, aux États-Unis, en Catalogne, et même dans des pays comme en Tchéquie et en Slovénie, on a inscrit des lois contre la pollution lumineuse. La loi tchèque, vous savez, elle n'est pas très longue, c'est 2-3 feuilles à 4, pas plus, avec des conseils en bon père de famille. Ceux que je vous ai donnés auparavant, ne pas éclairer très haut, attention aux intensités lumineuses. Après une certaine heure, les publicités lumineuses, on les éteint. Les panneaux lumineux, ils doivent répondre à un cahier des charges, ne pas être trop agressifs, pas trop lumineux. Toutes sortes de choses comme ça, assez évidentes, hein, et qui pourraient être mises en place en Belgique. Bon, près de chez nous, il y a la France qui, depuis le 21 décembre 2018, a arrêté une nuisance lumineuse. Les Français sont parvenus à faire ça, je pense qu'on pourrait essayer de le faire aussi. J'ai déjà essayé par le passé, mais ça n'a pas été possible de le faire. C'est un peu un regret pour moi. Mais je ne désespère pas. Alors, en province de Luxembourg, nous avons réussi à signer une charte. Donc, notre association, l'Observatoire Centre-Ardenne, et les 4 partis traditionnels en province de Luxembourg, une charte a été signée donc en mai 2019. Et cette charte, elle est incitative. Donc ce qu'elle demande quelque part, c'est essayer d'aller voir les communes, hein, c'est notre souhait, aller voir les communes pour discuter de toute cette problématique de pollution lumineuse. Donc les 44 communes. Bon, il y a un comité de pilotage qui a été mis en place. On a fait quelques réunions, mais avec cette chère Covid, on a dû arrêter pendant plusieurs mois. Donc on va reprendre ce mois-ci, le 19 octobre, on a de nouveau une réunion pour discuter de ça. Que va-t-on faire pour essayer d'informer les communes, essayer de les persuader, de faire attention, et si par exemple Ores vient avec une proposition, essayer qu'il y ait une discussion et se poser les bonnes questions. Est-ce que cet éclairage est nécessaire? Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre des LED d'ambrée à tel ou tel endroit parce qu'on a une faune nocturne qu'on veut préserver? Voilà ce genre de questions qui méritent d'être posées au niveau communal. Alors, une opération, c'est la mille-obscurité. Bon, évidemment, vous le savez, on est en plein dedans aujourd'hui, demain, et certaines dates ultérieures. Au signal de Vautrange, le 16 octobre, donc c'est samedi prochain, samedi qui suit, il y a une opération organisée par une ASBL qui s'appelle la Besace. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller jusque-là. Bon, ça, je passe, ça vous savez évidemment. Alors, une autre opération
opérations qui existent, ce sont les réserves internationales de ciel étoilé. Pour ça, c'est une labellisation qui vient de l'association américaine International Dark Sky Association et qui essaye de promouvoir une zone importante sans éclairage. Alors là, il y a 3 réserves internationales de ciel étoilé en France. Et la première, c'est celle qui est au pic du Midi, dont on a vu la photo tout à l'heure. La photo du ciel, on voyait Barcelone, etc. C'est à cet endroit-là. Donc, il y a des zones cœur où se trouve le pic du Midi. Ici, ce sont une zone de réserve naturelle. Et où là, on fait très attention à l'éclairage. On évite d'en mettre et on utilise vraiment parcimonieusement. Et puis, il y a une zone tampon. Toutes les communes qui sont autour et qui se sont engagées à prendre toutes les mesures, à installer du full cut-off, de l'éclairage de l'hiver, à essayer d'éteindre pendant la nuit, etc. Alors, à côté des réserves internationales de ciel étoilé, il y a des zones plus petites. C'est les parcs nationaux de ciel étoilé. Là non plus, on n'en a pas en Belgique, mais il y en a une qui est pas loin d'ici, dans les Fens. Donc c'est l'International Dark Sky Park de l'Eiffel. Peut-on un jour envisager d'installer ce genre de choses autour d'une réserve naturelle? Ça, je ne sais pas. Il n'y a pas beaucoup de réserves naturelles en Belgique. Alors, quand on regarde le pourcentage du territoire, on s'aperçoit que 2% du territoire est couvert par une réserve naturelle. Et assez étonnant, c'est 3% en Flandre et 1% en Wallonie. Seulement 1% de notre territoire est réserve naturelle. Eux, évidemment, ils ont la réserve du Zwin qui est plus grande par 3%, mais seulement 1% du territoire, c'est pas Alors, une autre opération, c'est des opérations interétables. Donc, dans différentes régions et coopération entre différentes régions pour essayer de conscientiser les politiques et le grand public à la préservation du ciel nocturne et à la lutte contre la pollution lumineuse. Alors, près de chez nous, on a quand même un intérêt Europe Nightline, c'est le parc de Lourdes. J'ai eu la chance tout à l'heure de discuter en visioconférence avec un des responsables de ce parc, avec toutes les choses qu'il fait. Il fait à peu près la même chose que nous, mais bon, c'est plus restreint. Donc il va voir les communes qui discutent pour l'éclairage, etc. Et évidemment, au Grand-Duché, ils n'ont pas cette opération de rééclairage diligentée par ORES ou par RESA. Donc chaque fois qu'ils veulent discuter, c'est la commune qui demande un peu à son responsable qu'est-ce qu'on peut faire, et lui il donne des idées à ce qu'on diminue la pollution, pour diminuer la pollution lumineuse. Alors, on a aussi le Smart Light Hub, donc c'est une coopération entre différentes régions, ça c'est les interrègles, c'est une coopération transfrontalière pour lutter contre la pollution lumineuse. Donc ils vont étudier les impacts, les incidences sur différentes espèces animales, comme vous voyez ici, et même sur la flore sauvage. Donc, mais ils sont en route avec ça, donc il faut encore attendre un peu pour voir leur conclusion. En France, il y a l'opération Ville et Village étoilés. Donc c'est un contrat entre la commune et l'association française qui s'appelle ANPCEN, qui est le pendant de notre association. Et dans ce contrat, la commune s'engage à faire certaines choses, faire des extractions, installer un meilleur éclairage,
essayer d'éliminer tel ou tel problème lumineux, etc. Et en fonction de ce qu'elle fait, elle obtient un certain nombre de points, et ces points leur donnent le droit à un certain nombre d'étoiles. Et ces étoiles peuvent être inscrites sur un panneau, ça, à l'entrée du village. Donc 4 étoiles, c'est bien, je pense que ça peut aller jusqu'à 5, mais ça, c'est vraiment pour les communes où il n'y a pas d'éclairage. En France, il y a beaucoup de communes où il n'y a pas d'éclairage. Ce sont des petites communes, parfois d'une centaine d'habitants, et financièrement, installer un éclairage public pour 100 habitants, ça ne vaut pas le coup, quoi. Donc elles ne le font pas. Évidemment, elles sont bien placées. Hein, le score de ville et village étoilé, ça c'est logique. Il y a un individu, c'est ça, je pense, en France. Je me demande si ce n'est pas 13 000 qui le font. Mais il y a 36 000 communes en Wallonie, en France, pardon. Et en Wallonie, on a 262, mais parce qu'on a fait la fusion des communes. Hein. Avant cette fusion des communes, dans les années 60, évidemment, il y avait beaucoup plus de communes, beaucoup plus de bourgmestres, etc., beaucoup plus de maisons communales. Et la fusion des communes a permis de ressortir des budgets, et certains budgets ont été alloués à l'éclairage, évidemment. Autre opération, je dirais, c'est l'opération tram noir. En France, ils ont des trams vertes et bleus. Alors, en Belgique, on n'a pas ça. C'est vrai qu'on discute de ça, mais officiellement, il n'y a ni tram vert, ni tram bleu, ni tram noir. Et les trams noirs, c'est justement, comme je vous en ai parlé dans une dia précédente, c'est d'avoir des connexions entre des biotopes qui ne sont pas éclairés. Alors, on arrive au bout de cet exposé. Je ne sais pas combien de temps je l'ai mis, mais voilà les conclusions. Alors, la pollution lumineuse n'est pas une fatalité. On peut, sans problème, la réduire. Pouvoir admirer le ciel, pour respecter la biodiversité. Ça, c'est important. Pour consommer moins d'électricité, et même avec des LED, il y a moyen de, je vous ai montré, d'utiliser encore moins d'électricité. Et donc produire moins de CO2. Et donc lutter contre le réchauffement climatique. Et surtout pour léguer à nos enfants un ciel auquel ils ont droit. Et lutter contre la pollution lumineuse, pour nous, ne veut pas dire tout est clair. Moi, je suis aussi une personne comme les autres. Il faut de l'éclairage public, ça c'est inévitable, mais il y a moyen de faire quand même des efforts et de ne pas en installer autant. Et utiliser de façon raisonnable et raisonnée l'éclairage nocturne. Et la pollution lumineuse, je terminerai un peu par cela, c'est une vraie pollution, je vous ai montré. Et ce n'est pas une simple gêne pour les astronomes ou une nuisance qui peut être facilement réduite. Enfin, si, c'est assez facile à le résoudre, la pollution lumineuse, par rapport aux autres pollutions. On appuie sur un bouton, on éteint, c'est fini, c'est résolu. Le problème est résolu. Les pollutions de l'eau, de l'air, etc., ça demande quand même beaucoup plus d'efforts. Et les efforts techniques qu'on peut apporter et les efforts comportementaux qu'on peut apporter, ils sont quand même relativement minimes, je trouve, par rapport à une pollution de l'eau ou une pollution de terre par des projets industriels, ça c'est clair. Alors, une devise que j'aime bien, donc c'est éclairer ce qu'il faut, comme il faut, quand il faut. Alors, voilà une image, par exemple, un tableau de Vincent, on retourne un peu dans l'histoire, et vous voyez, dans Arles, il y avait des étoiles. Maintenant, je vous mets au défi de voir à quel ciel dans Arles. Et voici le ciel de Paris à la même époque. Plein d'étoiles. Et qu'a-t-on aujourd'hui? Ceci. Donc, on n'apprécie jamais une chose à sa juste valeur que lorsqu'on l'a perdue.